je pense que l'exposé va être facile dans la mesure que par rapport à l'approche diagnostique et la clarté de l'exposé de Fatma, qui va introduire dans certains passages cette notion de PIB inclassable, c'est-à-dire après avoir effectué un bilan exhaustif et on a essayé de voir toutes les causes après les discussions multidisciplinaires, on est souvent, dans certaines situations, on reste sur notre fin et on n'arrive pas à avoir un diagnostic de certitude, qu'il soit fibrose pulmonaire idiopathique ou une autre pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante. En fait, en quelque sorte, c'est une boîte noire où on va mettre toutes les PID en fait, qu'on n'arrive pas à classer dans le cadre diagnostique actuel. On sait qu'il évolue, soit par insuffisance diagnostique, soit parfois par discordance, et le diagnostic auquel on a abouti en discussion multidisciplinaire ne correspond pas aux données radiologiques et données pathologiques que présente le patient. Alors cette notion de pneumopathie interstitielle diffuse inclassable n'est pas récente. Depuis la classification en 2002 des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques, on avait déjà la notion de pneumopathie interstitielle diffuse, inclassable. Et ça a été confirmé dans la classification de 2013, de mise à jour des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques. Finalement, on n'arrive pas à mettre un cadre particulier. Et on a donc toujours cette PID inclassable après avoir fait une enquête exhaustive. Alors, pourquoi PID inclassable? Soit qu'il y a des informations qui sont inadéquates. Ça ne correspond pas au diagnostic. Au vu, après surtout, concertation et discussion multidisciplinaire. Les données radiologiques ne sont pas adéquates. Une biopsie, même, on a fait une biopsie chirurgicale, mais ce n'était pas dans de bonnes conditions. On n'a pas pris suffisamment de fragments, où ça a été fait, dénaturé par un prélèvement, par un traitement immunosuppresseur préalable. C'est une situation qui arrive. L'existence d'un écart majeur entre les aspects cliniques radiologiques et ce qu'on trouve à l'ANAPAT. On revient à la discussion multidisciplinaire et on revient au tableau et on va faire les confrontations et ça ne cadre pas avec un diagnostic précis, avec un niveau d'évidence suffisant pour pouvoir le retenir. Une discordance entre les résultats histologiques dans différents lobes et qui n'est pas résolue après une concertation multidisciplinaire. Pour finalement, même dans les classifications les plus actualisées, quand on voit cette classification, on voit à l'extrême droite les pneumopathies interstitielles en rapport avec l'exposition environnementale et médicamenteuse, ou certaines entités particulières qui peuvent représenter donc une cause de PID. On voit en bleu les principales granulomatoses et histiocytoses avec chef de file la sarcoïdose. On voit le grand groupe des pneumopathies d'hypersensibilité, donc toutes ces entités, elles sont bien définies. On voit le groupe des PID qui sont en rapport avec les connectivites, les vascularites et les autres, même certaines PID dans un contexte auto-humain, la nouvelle entité IPAF. Donc quand on n'est pas dans ce cadre-là, et on est plus dans un cadre de pneumopathie interstitielle diffuse, fibrosante, idiopathique, et on a éliminé par une approche rigoureuse toutes les causes possibles, et surtout la fibrose pulmonaire idiopathique, on peut être dans une situation de rester sur notre fin. Et cette situation, elle représente quand même un nombre, je dirais, assez important. Ça peut varier de 15 à 20% de pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante qui reste inclassable. Quand on voit cette cohorte, cette revue systématique avec méta-analyse des études publiées entre 2000 et 2017, 88 études totalisant près de 18 135 patients atteints de PID de tout type, on voit que 3092 restent comme PID inclassable. Et c'est à peu près, quand on analyse cette littérature, on voit qu'on est dans 44% des études des PID inclassables. Déjà, quand on va parler de la littérature, ne font pas plus de la même définition spécifique de cette PID inclassable.
Et puis les critères diagnostiques de PID inclassable hétérogènes, parce qu'on voit aussi, c'est une revue et on voit l'évolution des définitions à travers le temps. Donc, mais ce qui est retrouvé, c'est l'absence de confiance dans un autre diagnostic, notamment après les discussions multidisciplinaires. C'est le moyen le plus puissant pour pouvoir discuter des diagnostics et on voit ou l'absence de critères spécifiques en faveur d'un autre diagnostic, de données inadéquates. Donc ce qu'on vient de rapporter, c'est ce qui est retrouvé pour pouvoir, enfin, parce que ce qui ne nous a pas permis de faire un diagnostic précis pour retenir le diagnostic du PID inclassable. Alors, comme je disais, ça représente, quand on voit la prévalence dans cette revue de la littérature, on est à 11,9 de PID inclassable, ce chiffre-là. Mais en fait, quand on voit la différence entre les PID inclassables après une discussion multidisciplinaire, on est à 9,5%. Par contre, quand on ne fait pas de discussion multidisciplinaire, on peut être autour de 15% de PID inclassables. Alors, ces PID inclassables, est-ce qu'il y a des caractéristiques de ces patients qui présentent des PID inclassables? Voilà, comme vous voyez ici, donc en termes de sexe, on est presque à moitié hommes, enfin 50%, 50%, peut-être une petite légère prédominance masculine. En termes de performance respiratoire au moment du diagnostic de la PID inclassable, on est à 60 à 70% de capacité vitale. Et en termes de DLCO, voilà le profil, on est à 50% de DLCO. Alors, sur une autre étude rétrospective monocentrique en Roumanie, on voit que ce chiffre de PID inclassable représente 17% d'une revue de patients qui présentaient des PID. Alors, est-ce qu'il y a des caractéristiques tomodensitométriques de ces PID inclassables? Et là, ça se comprend. On n'a pas de pattern d'UUP certaine, on est plus dans le pattern d'UUP alternative ou ce qu'on a appelé ou indéterminé. Et en termes d'association à de l'emphysème, on peut avoir de l'emphysème sévère associé ou un peu plus d'emphysème de ce que est vu dans la fibrose idiopathique ou des autres pneumopathies interstitielles diffuses d'une manière générale. Et dans cette série, quand on voit le pronostic de ces PID inclassables, il est intermédiaire entre le pronostic de la fibrose pulmonaire idiopathique en bleu et la PINS qui est en vert, voilà le pronostic. Et quand on voit cette large revue de la littérature en termes de pronostic, et quand on s'intéresse aux 4 études qui ont fourni les données de pronostic, voilà ce que ça donne. Ça donne une survie à 1 an qui est autour de 84%, et qu'à 2 ans, on est à 70-76%, et qu'à 5 ans, on est à on va dire autour de 50% pour cette pneumopathie interstitielle diffuse inclassable. C'est une complexité difficulté, cette complexité, elle est en quelque sorte due à la difficulté aussi de poser le diagnostic définitif, notamment dans le cadre d'une PHS. Souvent, on ne trouve pas l'agent à l'origine de l'apparition de cette PHS. Ou la fibrose pulmonaire idiopathique dans ses formes indéterminées, ou alors alternative diagnostique où on ne peut pas faire de biopsie chirurgicale. C'est des situations parce que l'âge est avancé des patients. Ou alors on est dans un contexte dissimilitaire, il n'y a pas une pathologie ou une connectivité qui apparaît de manière claire, et même le diagnostic d'IPAF, c'est peut-être aussi une boîte noire finalement, c'est des particularités. C'est donc ces situations où finalement il n'y a pas de consensus et on reste dans les diagnostics de pneumopathie interstitielle diffuse inclassable. J'ai mis ça pour montrer la difficulté finalement pour porter le diagnostic, par exemple du PHS. On va voir le scanner, si l'aspect il est typique ou si l'aspect il est compatible, s'il est atypique. Après on va voir si on a trouvé un agent d'exposition particulière ou on ne trouve pas. Et après les niveaux de confiance.
et qu'à chaque fois que le niveau de confiance n'est pas élevé pour retenir le diagnostic, on peut être amené, après la discussion multidisciplinaire, de ne pas retenir un diagnostic et on reste dans les pays inclassables. De même, et là, il a clairement présenté de façon très claire tout à l'heure Fatma, dans les situations, notamment à l'extrême droite, ici, dans les alternatives diagnostiques, le niveau de confiance du diagnostic ici de fibrose pulmonaire idiopathique n'est pas élevé, il est de moins de 50%. Et si on n'arrive pas à faire la biopsie pulmonaire, on reste souvent dans l'incertitude, même pour des PID indéterminés, où le niveau de confiance n'est pas élevé et où la confrontation parfois avec les données de l'ANAPAT ou alors le contexte clinique, etc., parfois ne nous permet pas de retenir un diagnostic avec précision et on est dans la PID inclassable. Donc le tableau, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Fatma, mais je vous dis que quand on est dans les situations de non-fibrose, ici en rouge, lorsqu'on a une présentation par exemple indéterminée à l'ANAPAT, et avec une présentation alternative diagnostique au scanner, ou alors on est dans une fibrose probable, mais avec un autre, à l'ANAPAT, avec une alternative diagnostique au scanner, et bien on est dans une situation où on peut porter le diagnostic de PID inclassable. De même, quand on ne fait pas de biopsie pulmonaire et on est dans des situations, ce qu'on est marqué ici en gris, où on va discuter parce que les données du scan, c'est une PID indéterminée ou d'autres aspects. De même, quand on est dans l'ANAPAT indéterminé avec un aspect indéterminé au scanner, on est dans des situations où finalement la discussion va peut-être aboutir à un diagnostic de PID inclassable. Donc, on peut porter ce diagnostic, même ayant fait toutes les explorations, voir la biopsie pulmonaire chirurgicale, revenir à la discussion multidisciplinaire, on n'est pas convaincu, même des données de la confrontation entre les données anatomopathologiques et scanographiques et la présentation radioclinique, et on décide de retenir le diagnostic de PID inclassable. L'IPAF, je passe, parce qu'on est dans une situation, on a des stigmates d'auto-immunité, parfois des petites modifications sérologiques, on n'arrive pas, enfin du bilan immunologique qu'on n'arrive pas à comprendre, il n'y a pas suffisamment d'arguments, que ce soit clinique ou d'un pattern scanographique, pour pouvoir en tenir un diagnostic précis, et on connaît donc l'évolution, et parfois on était dans un diagnostic d'IPAF, on va passer à une connectivite, donc on peut ne pas être dans une situation confortable pour pouvoir porter un diagnostic avec certitude. Alors, qu'est-ce qu'ils ont proposé, les experts, par rapport à cette approche des PID inclassables en fonction du niveau de confiance diagnostique? Une approche très simple. On va partir de la situation où un patient présente une pneumopathie interstitielle diffuse, fibrosante, et on a suffisamment d'arguments diagnostiques pour pouvoir porter un diagnostic avec un bon niveau de confiance. J'imagine la situation d'une pique certaine au scanner ou d'une pique probable, on a un bon niveau de confiance. Ou alors, on est dans une situation qui nous permet de retenir un diagnostic, mais ça va être à un niveau de confiance variable, mais toujours, on va dire, supérieur à 50%. Et si on est dans une situation après discussion, où on retient un diagnostic avec un niveau de confiance qui est inférieur à 50%, on est dans une situation d'hypothèse de travail, on va retenir la PID inclassable comme étant une situation de diagnostic provisoire. Parce qu'un diagnostic aujourd'hui, on n'arrive pas à le classer, peut-être avec l'apparition, avec l'évolution du bilan immunologique, avec les évaluations radiocliniques répétées, avec les éléments au bilan qui vont apparaître, avec la découverte d'un facteur d'exposition au début méconnu, et en revenant à la discussion multidisciplinaire pour rediscuter du patient, on peut redresser des diagnostics et on peut diminuer du nombre de PID restés inclassables. L'intérêt de la discussion multidisciplinaire, comme on l'a bien vu pour la fibrose pulmonaire idiopathique, mais c'est aussi valable pour toutes les pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes qui vont passer par des phases de recherche diagnostique pour porter un diagnostic avec précision. Et là, il n'y a pas mieux que cette évaluation donc
d'une comparaison entre les données des diagnostics retenus quand le patient a été vu uniquement par son médecin traitant et les diagnostics retenus lorsque le patient a été présenté en discussion multidisciplinaire. Et on voit que pour les PID inclassables, ça bascule de 42% quand on est seul à 12% uniquement de PID qui restent inclassables. La différence est significative quand on passe par la discussion multidisciplinaire. Alors, est-ce que la biologie moléculaire et les études génétiques peuvent apporter et devraient être recommandées, par exemple, dans ces situations pour essayer d'améliorer le diagnostic et porter un diagnostic avec plus de précision? La réponse est pour le moment non, il n'y a pas suffisamment de données pour pousser vers les explorations de biologie moléculaire et d'études génétiques pour améliorer le diagnostic. Le traitement, comment il va être abordé dans cette pathologie qui n'est pas connue, qui n'est pas identifiée et qui est là, et qui a un potentiel évolutif fibrosant, et qu'on est obligé de traiter nos patients qui représentent 15 à 20% des PID et qui restent inclassables. Eh bien, on va se baser sur des éléments du pattern, de la présentation, de l'exposition, du contexte immunitaire s'il existe, et on va essayer de réfléchir sur la part inflammatoire et sur la part fibrosante. Sachez que les PID inclassables ont un potentiel évolutif fibrosant important comme toutes les autres PID. Et donc le traitement, il va être plus anti-inflammatoire, immunosuppresseur, quand on est dans les patterns de pneumopathie organisée et le pattern de PITS. Et le traitement va être plus un traitement antifibrosant quand on est dans un pattern, plutôt un pattern qui se rapproche de la pneumopathie interstitielle commune. Et ainsi, dans ce qui est recommandé actuellement pour les PID inclassables, donc c'est de proposer dans une première étape, on est dans une présentation qui n'évoque pas, qui n'est pas une fibrose pulmonaire idiopathique, c'est les corticoïdes en association avec les immunosuppresseurs, avec des évaluations. Et si on a une progression de cette PID fibrosante, on va passer au traitement antifibrosant. Et dans le traitement antifibrosant, le nintédanib a été essayé dans l'essai IM8 dans les pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes progressives. Et dans ce lot de pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante progressive, il y avait 17% de PID inclassables comme fibrose pulmonaire progressive, et dans les formes avec un pattern UP, il y avait 18% de PID inclassables. Qu'est-ce qu'on voit dans l'essai IM8? Que les patients qui présentent une PID fibrosante progressive, donc la fibrose pulmonaire progressive, avaient un déclin de la capacité vitale moins important quand ils prenaient le nintédanib comparé au placebo. Il y a eu cet essai pour la fibrose pulmonaire progressive en rapport avec une PID inclassable, cet essai où on a donné la pirfénidone, et la pirfénidone, elle a aussi apporté une diminution du déclin de la capacité vitale. Alors, les PID inclassables, c'est un groupe en fonction de la présentation, du contexte radioclinique, de l'approche diagnostique de départ. Est-ce qu'il a été vu par un seul médecin, le médecin référent, ou présenté, ou discuté en discussion multidisciplinaire? On est au départ entre 25, moi je dirais 35-40% de possibilités de diagnostic de PID inclassable. Après, on passe aux discussions multidisciplinaires, au suivi de l'évolution de la pathologie, à l'apparition d'autres symptômes, de manifestations auto-immunes, de la découverte d'une exposition, de l'identification d'un pattern bien précis. Ça va diminuer du nombre général de PID inclassables pour se trouver finalement entre 10 à 15% de PID inclassables. Je vous remercie.